Ce n'était pas l'ennemi d'ailleurs qui frappait, non, le coup venait de tout près, du même cercle, du même repas. Ibrahim Traoré, convaincu d'avoir blindé l'avenir de son pays, ne se doutait pas que la menace portait l'uniforme d'un ami. À l'intérieur du palais, là où les décisions se prennent à huis clos, un fidèle le poignardait dans le silence. Des bribes de stratégie confidentielle s'évaporaient, des visages étrangers s'approchaient lentement, méthodiquement. Leur objectif? Le faire disparaître avant que les urnes ne parlent. Ce que vous allez découvrir, c'est le récit oublié d'un affrontement sans bruit. Une toile d'araignée tissée dans le chuchotement, un pays ciblé sans déclaration de guerre, et un président qui fit de la trahison son bouclier. À Ouagadougou, le silence de la nuit avait quelque chose de trop parfait, presque artificiel. Là, immobile face à la baie vitrée du palais, le président Ibrahim Traoré scrutait l'obscurité tandis que la ville semblait figée dans un sommeil anormal. Il ne voyait rien, mais il le ressentait, ce frisson subtil, ce poids invisible dans l'air comme un éclair figé juste avant l'orage. Depuis quelque temps, tout se déréglait, et pas de manière naturelle. Des opérations confidentielles dévoilées, comme par magie des réunions top secrètes mises à nu des adversaires, surgissant pile au bon endroit au bon moment. Ce n'était pas du hasard. Quelqu'un connaissait les plans, ces plans, ce n'était pas une coïncidence, c'était un coup de poignard. Et ce poignard, il le sentait planté là, dans le creux de sa poitrine, à l'endroit même où logeait autrefois la confiance. La trahison ne venait pas de loin. Elle portait un visage familier, un parfum de confiance. Quelqu'un dans l'entourage immédiat d'Ibrahim avait basculé. Pendant que le Burkina Faso commençait enfin à respirer sans laisse, que le pays récupérait son or, ses terres, sa parole, son âme, des ennemis se dressaient dans l'ombre. Ceux qui l'avaient dérangé, les anciens maîtres, n'avaient pas digéré l'émancipation. Ils n'étaient plus aux commandes, et cette perte de contrôle les rendait féroces. Le président leur avait arraché les ficelles, alors ils cherchaient déjà à en tisser d'autres plus discrètes. Cette fois, pas de casque ni de tank, juste des poignées de main doucereuses, des visages lisses et des espions bien habillés, infiltrés comme des ombres parfumées. Et puis un soir, l'équilibre bascula. Au palais, un message débarqua en urgence, signé d'un jeune capitaine du Nord Nabazongo. Sa mission n'avait rien d'exceptionnel, surveiller les ondes radio routine classiques. Mais ce qu'il capta, cette nuit-là, n'avait rien d'ordinaire. Caché sous les apparences inoffensives d'un rapport agricole, se dissimulait un message codé. En surface, ça parlait de maïs et de pluie tardive. En réalité, de l'artillerie, des points GPS, des identités classifiées. Des secrets qui, normalement, ne franchissent jamais le cercle restreint autour du président. Et là, il circulait, planqué, dans un faux bulletin champêtre. Quelqu'un parlait. Et quelqu'un très haut placé. Minuit pile, le pays figé sous couvre-feu. Dans les entrailles du palais, Ibrahim réunit en silence un cercle restreint. Pas de réseau, pas de visiteurs, pas même de murmures. Juste quelques hommes triés sur le volet, ceux dont le souffle même était un privilège sous ce toit. L'atmosphère était si tendue qu'un soupir aurait pu déclencher une explosion. « Zongo » dit Ibrahim d'une voix glaciale, pose l'épreuve. Les feuilles touchèrent la table avec un bruit sourd. Tous se penchèrent. Les regards s'accrochèrent à un nom imprimé en haut du dossier, Ouattara. Le choc fut immédiat. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un frère de combat, un compagnon d'armes qui avait saigné à ses côtés. Un habitué des réunions confidentielles, un visage familier sur les photos de famille, le gardien même des secrets d'État. Et pourtant, c'était son nom, en haut de la page. Le froid s'abattit sur la pièce, sans prévenir, comme si l'air lui-même avait compris la gravité du moment. Zongo, fidèle parmi les fidèles, brisa le silence. Ça fait des mois qu'il les alimente. Aucun tremblement sur le visage d'Ibrahim.
Pourtant, à l'intérieur, c'était l'effondrement. Mais rien ne filtra. Pas un clignement, pas un soupir. Personne ne touche à rien, déclara-t-il avec une calme autorité. Qu'il reste libre. Les regards se croisèrent perdus. Pourquoi ne pas agir maintenant? On patiente. On observe chaque mouvement. Puis il leva lentement les yeux, le ton plus tranchant. Quand on a un serpent chez soi, on ne l'écrase pas à la première mue, on le suit jusqu'à sa tanière. Là on frappe, et on écrase tout le nid. Les jours suivants furent un supplice silencieux comme avancer pieds nus sur des braises. En apparence, Ibrahim jouait son rôle à la perfection, discours maîtrisé, poignée de main, officiel sourire, taillé pour les flashs. Mais derrière le masque présidentiel, ses yeux scrutaient. Chaque silence pesait. Chaque geste d'Ouattara devenait une énigme. Ce dernier impeccable comme toujours, affichait un calme trop lisse, trop poli, suspect. En coulisses, le théâtre s'effaçait là, la vraie bataille battait son plein. Le capitaine Zongo, accompagné d'une cellule d'élite, suivait le colonel comme son ombre. Chaque trajet était tracé, chaque appel écouté, chaque poignée de main soigneusement consignée. Le filet se resserrait. Et Ouattara, lui, ne se doutait de rien. Et soudain, la brèche apparut. En plein cœur de la nuit, bien après minuit, Ouattara s'éclipsa discrètement du palais. Aucun garde, aucun chauffeur, juste lui et une berline noire glissant dans l'obscurité. Toujours le même trajet. Toujours la même bâtisse discrète, coincée non loin de l'ambassade de France. Extérieurement, elle semblait abandonnée sans vie. Mais pour Ibrahim, c'était évident une façade, une couverture, un nid d'espion. Une caméra miniature fut dissimulée en face parfaitement camouflée, et ce qu'elle captura allait tout changer. Une nuit glaciale, Ouattara franchit le seuil. À l'intérieur, deux silhouettes bien habillées, un occidental à l'allure américaine, l'autre typiquement européen, les mains se tendent, une valise noire contre un dossier, et dans ce dossier, les déplacements confidentiels du président pour les semaines à venir. Cette fois, il n'y avait plus de doute, c'était la pièce manquante. La preuve irréfutable qu'Ibrahim attendait depuis le début. Dans la pénombre, Ibrahim fixait les images. Poings fermés. Mâchoire tendue. Ce qu'il voyait, un ancien frère d'armes, celui-là même, qui s'était battu à ses côtés en train de troquer sa loyauté contre quelques valises, comme on vend un animal. Pourtant, il n'explosa pas. Il ne laissa pas la colère dicter sa réponse. Non. Il opta pour le sang-froid. Il décrocha calmement son téléphone et souffla à Zongo, c'est l'heure. Le lendemain, à la première lumière, Ouattara fut convoqué au sommet du ministère de la Défense. Il arriva comme toujours, détendu sûr de lui, sourire poli vissé au visage. Mais cette fois, il n'y eut ni bonjour, ni accolade. Seulement 10 soldats armés jusqu'aux dents figés comme des statues. Et au milieu d'eux, immobile, droit comme une falaise, attendait Ibrahim Traoré. Silencieux, inébranlable. Le colonel se figea net. Son sourire, toujours trop facile, s'évapora comme de la buée sur du verre froid. Ibrahim t'était plus qu'un frère, lança le président, la voix grave, pas forte, mais lourde comme le tonnerre avant la pluie. Pourquoi silence? Ouattara voulait parler, mais sa bouche tremblait vide de mots. Rien ne sortit. Juste un regard perdu, incapable d'affronter. Tu as bradé cette terre. Pourquoi? Quelques billets. Des rêves en vitrine. Tu penses qu'ils te couvriront maintenant que tu es à découvert? Pas un son. Rien. Alors Zongo s'approcha, posa la fameuse valise sur la table. L'ouvrit. À l'intérieur des liasses épaisses, des traceurs miniatures et une clé USB à un concentré de trahison. Ibrahim le fixa impassible. Tu n'iras pas croupir en cellule. Non. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas tout lâcher. Maintenant. Désormais.
Ouattara n'était plus qu'une silhouette silencieuse, assise dans un cube de béton enterré sous terre. Pas de lumière naturelle, pas d'aiguille pour compter le temps, pas même l'illusion du repos. Juste un vide, oppressant, figé. L'homme qu'il avait été évaporé, son uniforme de prestige disparu. Dans ses yeux, plus rien ne brillait. Il ne restait qu'un être brisé, poursuivi par ses propres fantômes. De l'autre côté d'une vitre invisible, Ibrahim observait, impassible en apparence. Aucune émotion sur son visage de pierre. Et pourtant, derrière ce masque, son cœur se serrait comme jamais. Celui qu'il fixait là. Il avait autrefois marché à ses côtés dans les pires tempêtes. Ils avaient partagé la même table, le même sang, les mêmes rêves. Et voilà qu'aujourd'hui, cet homme était devenu l'incarnation même de la trahison. L'ami d'hier était devenu l'adversaire d'aujourd'hui. Zongo pénétra lentement dans la pièce. Pas un mot inutile. Il s'approcha de la table, sortit la clé USB et la déposa devant Ouattara comme un couperet. Tout a été décodé, dit-il. Chaque ligne, chaque nom, chaque trahison que tu leur as offerte, tout est là. Ouattara gardait les yeux baissés, rivé au sol, comme s'il espérait que celui-ci l'engloutisse. Tu peux garder le silence, poursuivit Zongo d'une voix calme. Mais dès qu'ils apprendront que tu es tombé, ils te rayeront. Tu ne comptes plus pour eux. Tu n'es qu'un pion grillé. Sa voix devint presque un murmure chargé de gravité. À présent, la seule main encore tendue vers toi, c'est la nôtre. Le temps se suspendit. Les minutes traînèrent comme des heures. Le silence devenait étouffant, les murs semblaient se resserrer. Puis enfin, Ouattara craqua. Sa voix tremblante fendit l'air. Ils sont venus il y a 1 an. D'abord les Européens. Ensuite, les Américains. Au début, ce n'était que des flatteries, puis des valises. Ensuite, des promesses. Un appartement à Paris, un siège à l'ONU, du pouvoir, du prestige. Il marqua une pause. Le regard perdu, la voix brisée. Une fois Ibrahim écarté, il voulait tout reprendre. Notre or, nos terres, notre dignité. Et moi, j'ai marché droit dedans. J'ai cru qu'il tiendrait parole. Il baissa la tête, les mots à peine audibles. Mais aujourd'hui, je comprends. Je n'étais qu'un pion, un outil qu'ils allaient jeter dès qu'il ne servait plus. Un peu plus tard, Ibrahim poussa la porte et entra. Il s'assit sans un mot face à celui qui autrefois partageait les tranchées à ses côtés. Le silence s'installa dense, presque sacré. Puis, sans hausser le ton, il se pencha légèrement, le regard droit comme une lame. « Ce que tu as détruit, ce n'est pas que moi, » dit-il d'une voix calme et implacable. « Tu as piétiné des mères dans les campagnes. Tu as trahi les jeunes soldats qui risquent leur peau chaque jour. Et les enfants, tu leur as volé de main pour quelques illusions d'aujourd'hui. » Ouattara, incapable de soutenir ce regard, détourna les yeux. La honte pesait plus lourd que les chaînes. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Alors Ibrahim se leva, lentement, comme se relève une tempête. « Tu vas payer pour ce que tu as fait, dit Ibrahim. Mais avant ça, tu vas nous aider à les faire tomber. » C'est ainsi qu'une autre guerre vit le jour. Invisible, silencieuse, tissée de ruse et de patience. Pas de tank, pas d'éclat. Juste des mots savamment distillés, des pièges glissés dans des rapports truqués, des vérités inventées pour mieux faire tomber les masques. Grâce aux connexions de Ouattara, l'équipe d'Ibrahim lança une vaste opération de désinformation. Chaque note était un leurre. Chaque silence, une embuscade. Chaque échange, une frappe chirurgicale sur l'échiquier du renseignement. Puis, un à un, les visages tombèrent. Un diplomate, discrètement reconduit à la frontière. Un autre éclaboussé dans la presse. Un troisième, évaporé sans laisser d'ombre. Le Burkina Faso, autrefois ciblé, était désormais celui qui traquait. Et au centre de cette traque magistrale, Ibrahim Traoré.
froid clairvoyant indéracinable. Un chef guidé non par la vengeance, mais par une mission. Il ne gardait pas seulement ses frontières, il veillait sur l'âme même de sa nation. Le lion n'était plus en cage. Il marchait les yeux ouverts, prêt à bondir. Les jours suivants furent tout sauf paisibles. Le feu couvait partout dans les rues, dans les regards, jusque dans le cœur du président. Chaque seconde semblait brûler comme une marche sur des braises. Ibrahim Traoré ne fermait plus l'œil. Il savait que dormir, c'était laisser le danger respirer. L'adversaire lui restait redoutable, riche, organisé, invisible. Mais désormais, il avançait dans le noir. Aux côtés du colonel Ouattara, devenu instrument de ruse, une guerre d'un autre genre prit forme. Pas de balles, pas de canons, des mensonges ciselés comme des armes. Ils rédigèrent de faux rapports, montèrent de fausses missions, fabriquèrent même de faux itinéraires militaires. Et les espions étrangers? Ils mordirent à l'hameçon, confiants, persuadés que Ouattara travaillait encore pour eux. Ils croyaient tirer les ficelles. En réalité, ils dansaient sur un fil qu'Ibrahim lui-même tenait entre ses doigts. Tout ce théâtre n'était pas une défense. C'était un piège magistral. Le jour suivant, dans les entrailles du ministère de la Défense, le capitaine Dongo orchestrait la manœuvre. Sur les murs, des cartes tapissaient chaque centimètre marqué de flèches et de cercles rouges. Les radios crépitaient sans répit, et les écrans pulsaient comme les battements d'un cœur au rythme d'une nation en alerte. Chaque nuit, sans escorte ni protocole, Ibrahim descendait discrètement dans cette salle enfouie. Il l'observait, écoutait, ajustait. Rien n'échappait à son œil, pas un mot, pas un souffle. Puis le signal arriva. Un certain Reed, nom de code prétendument conseiller agricole, prit contact avec Ouattara. Mais le ton de son message ne laissait aucun doute, la prochaine étape était enclenchée. Rendez-vous fixé à minuit, dans une maison isolée en bordure de la capitale. Urgent, secret, dangereux. Ibrahim comprit instantanément, il s'apprêtait à frapper fort. Ses yeux flamboyaient d'une résolution glaciale. « C'est ici que ça s'arrête », déclara-t-il. Il ordonna alors une opération fantôme. Pas d'uniforme, pas de klaxon, pas de bruit. Juste des ombres, qui avanceraient dans la nuit. Ouattara poussa la porte de la planque un micro dissimulé sous le col et un tout petit traceur cousu dans la ceinture. Les doigts lui tremblaient. Il savait qu'un faux pas et tout s'effondrerait. Mais il l'avait fait pour le pays. À l'intérieur, Reed attendait accompagné d'un autre homme au profil européen. « Tu es bien muet », lança Reed d'un ton glacial. « Le président est méfiant », répondit Ouattara sans laisser transparaître ses émotions. « Il me fait confiance », balbutia-t-il ensuite, volontairement faux. Puis il tendit un dossier truqué. Reed s'approcha, la voix devenant plus basse, presque un ordre. « Prépare-toi. » « La phase finale arrive, » murmura l'autre. « Il faut l'éliminer avant le scrutin. » À l'extérieur, Ibrahim était collé à son casque, écoutant chaque mot, la mâchoire contractée. C'était la confirmation qu'il attendait. Il donna l'instruction. Comme des silhouettes glissant dans l'obscurité, l'équipe surgit. Les portes volèrent, les armes furent braquées, et en quelques instants, Reed et son acolyte furent neutralisés. « Vous êtes en état d'arrestation », déclara le capitaine Zongo. « Vous n'avez pas le droit », s'insurgea Reed. « Nous sommes diplomates. »« Pas ce soir », répliqua Zongo. « Ce soir vous êtes pris. » Alors qu'on embarquait les espions menottés, Ibrahim entra. Aucun garde pour l'escorter, aucune arme pour l'accompagner, seulement lui seul debout. Reed leva les yeux emplis d'une haine impuissante. « Tu penses avoir triomphé » cracha-t-il. Ibrahim répondit sans hausser la voix d'un ton d'acier calme. « Ce n'est pas ma victoire, c'est celle du Burkina Faso. » Le lendemain, le monde s'éveilla en sursaut. Les journaux titraient en lettres massives « Des agents étrangers
arrêté dans une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Ibrahim Traoré déjoue un complot international. Dans les chancelleries, le silence tomba comme une chape de plomb. Les puissants cherchèrent à effacer l'affaire, à la dissimuler. Trop tard. L'homme derrière cette riposte n'était pas seulement un chef d'État, c'était un soldat, un patriote, un lion qu'aucune pression n'aurait pu plier. Ce matin-là, quand le soleil se leva sur Ouagadougou, sa lumière semblait différente, plus vive, plus fière. Les foules sortirent dans les rues, les radios grésillèrent dans les marchés, et dans les ruelles, une rumeur s'éleva: il les a eus. Il les a fait tomber. Il nous a sauvés. Ibrahim Traoré venait d'accomplir l'impossible. Il n'avait pas seulement démasqué la trahison, il avait protégé quelque chose de bien plus grand, l'âme même du Burkina Faso libre, debout et enfin sans peur. Dans le silence du palais de Kossiam, Ibrahim Traoré se tenait seul, debout sur le toit, face à la ville qui ne dort jamais. Ouagadougou scintillait sous ses pieds, calme, en apparence mais vivante, éveillée sur le qui-vive. Il ne souriait pas. Ses traits demeuraient impassibles, pourtant derrière ce masque tranquille, brûlait un feu qu'aucun vent ne pouvait éteindre. Pas celui de la haine, ni celui de la revanche, mais celui du devoir. Il venait de traverser l'obscurité la plus dense. Il avait vu la trahison de près, affronter des forces que d'autres auraient suppliées. Et sans jamais lever une arme, il avait gagné la bataille du silence. Pourtant, au fond de lui, il le savait, ce n'était qu'un répit. Car la véritable guerre scelle pour l'âme, la dignité et l'avenir du Burkina Faso ne faisaient que commencer. Ce soir-là, il ne convoqua pas un spectacle politique, mais un moment de vérité. Pas de discours rédigé, pas d'effet de scène, pas d'artifice. Seulement lui, Ibrahim Traoré, debout, droit vêtu de son uniforme, non pas celui d'un chef d'État, mais celui d'un homme au service de son peuple. Sobre, propre, sans fioriture, porté avec cette dignité tranquille qui en disait plus qu'un millier de mots. Les caméras tournaient, les radios crépitaient, et dans chaque foyer, chaque village, chaque marché, les murmures se turent. Le pays entier écoutait. Il prit la parole d'une voix lente, grave, maîtrisée. « Ce soir, je ne vous parle pas comme président, mais comme votre frère, comme votre fils, comme un soldat de cette terre. » Son regard ancré dans la caméra ne tremblait pas. Des puissances étrangères ont voulu semer le poison dans notre maison. Ils ont pris un des nôtres pour tenter de voler ce que nous avons de plus précieux, nos espoirs, nos plans, notre avenir. Une pause. Un silence épais. Il voulait lier la peur, dit-il enfin. Puis il redressa le menton, un éclat de feu dans les yeux. Mais la peur a perdu. Ils ont échoué. Et soudain le pays entier se mit à vibrer. Dans les rues de Ouagadougou, dans les maisons éclairées à la bougie, jusque dans les hameaux reculés, où la nuit avalait les routes, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les cris, les sifflets, les mains qui frappaient les tables et les cœurs, tout résonnait d'un même souffle, la fierté. Ibrahim Traoré leva la voix ferme et claire. « Jamais je ne vendrai cette terre, ni pour l'or, ni pour des signatures, ni pour une place au pouvoir. » Il marqua une pause, fixa la caméra, la main droite, levée comme un serment. Le Burkina Faso n'appartient à personne d'autre qu'à son peuple, et moi je jure de le défendre même au prix de ma vie. Puis d'un ton plus grave encore, c'est mon engagement. Je ne me courberai plus jamais devant des maîtres étrangers, jamais. Ces mots partirent comme un écho à travers le continent, traversant les frontières portées par le vent et les ondes. Dans les quartiers africains, les jeunes chefs écoutaient en silence, les militants levaient le poing, et même les anciens, ceux qui doutaient autrefois, inclinaient la tête. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré cessa d'être un simple dirigeant. Il devint une image, un rempart.
Un lion qui rugit pour un peuple tout entier. Quand la ville de Ouagadougou plongea enfin dans le silence, Ibrahim s'installa dehors sous un ciel constellé d'étoiles. À ses côtés, le capitaine Zongo, fidèle compagnon de l'ombre. Tu as bien fait, murmura Ibrahim. Zongo esquissa un sourire discret. J'ai seulement marché dans vos traces, monsieur. Le président leva les yeux vers l'infini céleste, la voix plus basse. Ils reviendront un jour. Peut-être avec d'autres noms, d'autres masques, d'autres promesses. Zongo répondit sans une seconde d'hésitation. Alors nous serons là pour les arrêter encore une fois. Ibrahim hocha lentement la tête. Oui, tant que notre unité tiendra, jamais ils ne prendront cette terre. Puis le silence revint. Le vent souffla doucement sur le toit du palais, et le lion ferma les yeux. Pas pour dormir, non juste pour reprendre son souffle, car les hommes comme Ibrahim Traoré ne dorment jamais vraiment, ils veillent, ils luttent, ils protègent, même dans l'ombre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et souvenez-vous, les vrais lions ne dorment que d'un œil. Ne dorment que d'un œil.